la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, les partisans de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba se font une joie de le recevoir pour son retour. Au Mali, alors que la classe politique saluait ce lundi la tenue du premier tour de l'élection présidentielle, les deux principaux candidats se disent en tête. Et puis les deux principaux candidats à la présidentielle au Zimbabwe, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa, se sont dit confiants ce mardi dans leur victoire. Bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, la tension monte graduellement à quelques heures du retour annoncé de Jean-Pierre Bemba. De sources concordantes, l'ancien chef de guerre et ancien vice-président est attendu dans la capitale congolaise le 1er août. Le LMC, entendez, le mouvement de libération du Congo, est à pied d'œuvre pour une mobilisation réussie. Kinshasa, qui grouille déjà de monde, sera davantage sous les feux de la rampe le 3 août, date à laquelle est attendu l'autre fils emblématique du pays, Moïse Katumbi. Contrairement aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux, le voyant en compagnie d'Américains, Moïse Katumbi regagne son pays natal entouré de son précaré politique. Autre date majeure du mois d'août à retenir, le 31. Alain Daniel Chekomba de Mission Nouvelle sera au contact des Kinois, une sortie médiatique qui s'annonce des plus époustouflantes au regard des ambitions politiques affichées de l'homme. Et parlant toujours du retour de Jean-Pierre Bemba, ses partisans se font une joie de le recevoir pour son retour annoncé mercredi à Kinshasa, puis samedi dans son fief familial de Généménard. Donc le président arrive bel et bien le 1er août à Kinshasa et le samedi le 4 août, il sera bel et bien avec nous ici à Géména. L'arrivée de Bemba montre un nouvel espoir de la RDC pour une alternance dans notre pays, ce qui est une joie pour les fils du pays. L'arrivée de Bemba en RD Congo montre que le pays est sauvé. On a besoin de sa présence pour que le pays se remette sur pied. Nous vivons comme des morts vivants. Nous attendons notre Moïse libérateur. Nous attendons que notre Moïse libérateur vienne délivrer ce pays et que nous soyons dans la joie. Présidentielle au Mali, les deux principaux candidats que sont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son principal rival Soumaïla Cissé se disent en tête, et ce alors que le scrutin a été marqué dans plusieurs zones du nord et du centre par des attaques djihadistes présumées et une faible affluence. Le directeur de campagne de Soumaïla Cissé a affirmé que selon leur propre décompte, le candidat de l'opposition est en tête devant le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et qu'il y aura un deuxième tour à l'élection présidentielle. Le camp de Cissé dénonce également des supposés bourrages d'urnes dans certaines localités et demande un recomptage. Je vous ai dit également que nous avons notre propre centre de compilation des résultats. Et nous sommes en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il y aura un deuxième tour de cette élection présidentielle entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Les premiers résultats nous ont permis de constater des bourrages d'urnes dans plusieurs localités du nord du pays. Bien entendu, nous contestons à l'avance ces résultats. Le camp du président sortant annonce quant à lui que le président Ibrahim Boubacar Keïta est largement en tête selon leurs estimations. Selon les premiers résultats issus du système de centralisation de l'Alliance EPM, la tendance générale indique que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta arrive largement en tête. Toutefois, la loi électorale interdisant de diffuser des résultats, l'Alliance EPM attend avec sérénité les résultats officiels qui devraient être prochainement communiqués
par les autorités compétentes. Plus de 8 millions d'électeurs étaient convoqués pour reconduire pour 5 ans le président Ibrahim Boubacar Keïta ou lui préférer un de ses 23 concurrents, dont le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Selon les premières constatations d'observateurs électoraux, le taux de participation n'était pas connu dans les médias, mais s'annonçait faible. Pendant ce temps, au Zimbabwe, le dépouillement des bulletins de vote a commencé. Les Zimbabwéens ont voté lors de la première élection du pays après le départ de Robert Mugabe, l'opposition s'engageant à surmonter la fraude électorale et à vaincre la ZANU-PF au pouvoir. Alors que les deux principaux candidats à la présidentielle se sont dit assurés de leur victoire, la très controversée commission électorale a affirmé ce mardi que les élections générales n'avaient été entachées d'aucune fraude. Un total de 23 candidats étaient en lice pour la présidentielle. Mais la course se joue entre l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, et Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Nous sommes d'avis que le taux de participation élevé est le signe d'une bonne éducation des électeurs et d'une bonne publicité auprès d'un électorat réceptif. La commission électorale du Zimbabwe a le plaisir d'annoncer qu'elle a réussi à éliminer la plupart des files d'attente dans tous nos bureaux de vote avant 19 h. L'atmosphère du scrutin a été pacifique dans tout le pays, ce qui, à notre avis, est en grande partie attribuable à la présence de la police de la République du Zimbabwe. Alors que les deux principaux candidats à la présidentielle se sont dit assurés de leur victoire, la très controversée commission électorale a affirmé ce mardi que les élections générales n'avaient été entachées d'aucune fraude. Un total de 23 candidats étaient en lice pour la présidentielle. Mais la course se joue entre l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, et Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. 26 chefs d'État et du gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale séjournent dans la capitale togolaise depuis ce 29 juillet. Ils sont venus pour prendre part au sommet conjoint qu'organisent ces deux organisations sous-régionales. Vu les menaces d'insécurité qui sévissent dans les espaces de la CEDEAO et de la CEAC, les chefs d'État ont décidé de conjuguer les stratégies et le mécanisme de lutte contre le fléau. Signature ce lundi d'un accord entre l'Érythrée et la Somalie. L'acte posé à Asmara porte sur l'établissement de relations diplomatiques et l'envoi d'ambassadeurs dans leurs capitales respectives. Longtemps accusé de soutenir des militants islamistes qui cherchaient à renverser le gouvernement intérimaire de Mogadiscio, l'Érythrée a signé lundi avec la Somalie un accord pour l'établissement de relations diplomatiques. Cette action a intervenu à l'occasion de la première visite à Asmara d'un président somalien depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Elle fait suite au récent dégel spectaculaire entre l'Érythrée et l'Éthiopie et marque une nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre pays de la Corne de l'Afrique. Les deux pays avaient depuis plus d'une décennie des relations tendues en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la perte du gouvernement somalien. Ces accusations valent à l'Érythrée d'être sous le coup de sanctions de l'ONU depuis 2009. Mais Asmara a toujours contesté ces accusations et les derniers rapports des experts de l'ONU montrent qu'il n'existe pas de preuve d'un tel soutien. Ce nouvel accord stipule que l'Érythrée soutient fermement l'indépendance politique, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie, ainsi que les efforts du gouvernement pour restaurer la stature légitime de leur pays.
Ce journal se poursuit. 4 ans qu'a disparu de façon inexpliquée le vol MH370 de la Malaysian Airlines. Très attendu, le rapport d'enquête publié suscite la colère des familles de victimes. Elle déplore que le dit rapport n'apporte rien de nouveau sur ce qui reste le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. On s'en souvient encore comme si c'était hier. La disparition inexpliquée en 2014 de l'avion de Malaysian Airlines, vol MH370, avec 239 personnes à bord. Un rapport d'enquête publié lundi en Malaisie a ravivé la colère des familles de victimes. En effet, elles espéraient que ce rapport officiel leur apporte des informations leur permettant de faire leur deuil plus de 4 ans après le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. Mais pour les proches de disparus, le rapport n'apporte aucune nouvelle information. Comme l'ont dit les membres de notre équipe, nous n'avons rien détecté d'anormal du côté des pilotes. C'est tout ce que j'ai dit. Nous n'avons pas dit qu'ils n'avaient rien fait. C'est une possibilité qui n'est pas exclue. Pour ma part, j'ai l'impression que les recherches avaient une portée plutôt limitée. Elles étaient basées sur des informations qui leur avaient été fournies au préalable. Elles n'ont donc pas été menées de manière indépendante. À ce stade, on estime qu'il n'y a rien de nouveau dans ce rapport, rien que nous ne sachions déjà. Mais il souligne des manquements de la part de plusieurs agences gouvernementales ou des choses qui auraient pu être mieux faites, des protocoles qui n'ont pas été respectés, des instructions qui n'ont pas été suivies. L'équipe d'enquêteurs est incapable de déterminer la véritable cause de la disparition du MH370. C'est ce que conclut ce rapport de 400 pages. Une vingtaine de débris découverts n'ont pas permis d'élucider le mystère. Et puis, jusqu'au bout des années 1980, il accueillait turfistes fervents et spectateurs endimanchés les week-ends de course. Depuis, l'hippodrome du Caroubier à Alger a perdu de sa splendeur à mesure qu'en Algérie dépérissait le hippisme, victime d'un manque de moyens et d'une mauvaise réputation. Il ne faut pas considérer ça comme un vice. Je préfère considérer ça comme une passion. Donc, se donner du plaisir. On peut, comme on dit dans le jargon des turfistes, je préfère dire je vais mettre une pièce pour un cheval qui me plaît et je me donne du plaisir. Parce que jusqu'à maintenant, le parieur n'est pas couvert. Il faut protéger le parieur. Parce que sans l'informatisation du PMI, on ne va pas avoir le bout du tunnel. C'est les moyens qui manquent à l'entreprise, le manque de courses, le manque d'une seule course ou bien deux courses. Il n'y a pas d'encouragement pour le propriétaire. Il n'y a plus d'investisseurs. Si ça continue comme ça, le reste va disparaître. Vu les difficultés, vu la décennie, le nombre de propriétaires a été réduit de 50%. Vu la main-d'œuvre des ouvriers qui n'existe pratiquement plus, actuellement, moi, je me retrouve sans ouvriers. Je ramène un lad pour me faire sortir des chevaux à l'entraînement. En fin de compte, je m'occupe de mes chevaux. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.